Madame, Monsieur, merci d'être sur Télé Africa. Merci de regarder votre émission du mardi 21h, le grand rendez-vous. C'est le rendez-vous donc de tous les soirs, mardi, sur Télé Africa pour faire le point sur l'actualité, notamment l'actualité politique qui prévaut au Gabon. Une actualité politique dominée ces derniers mois par l'organisation des élections législatives et locales 2025. Le premier tour des élections législatives et du tour unique des locales organisé le 27 septembre dernier, le second tour des élections législatives le 11 octobre et organisation des élections partielles pour ce qui est des conseils départementaux et municipaux du département de la Duini dans la province de la Nyanga et du premier arrondissement de la commune de Ntoum dans la province de l'Estuaire le samedi 18 octobre dernier. L'Union démocratique des bâtisseurs qui a donc été mis dos au mur lors de ces élections partielles, notamment dans le premier arrondissement de la commune de Ntoum, puisque la candidate du Parti démocratique gabonais, Caméliane Toutoum Leclerc, arrive en tête en ballottage favorable. L'Union démocratique des bâtisseurs n'a pas pu obtenir de premier tour le siège de cet arrondissement du siège unique au niveau de la commune de Toum. Idem pour ce qui est du département de la Duini dans la province de la Nyanga où le candidat du RAID, le Rassemblement des enfants de la Duini, Wilfried Eli Boulingui, arrive donc en tête. Il faut attendre le second tour qui aura lieu le 25 octobre prochain pour savoir qui des députés de l'Union démocratique des bâtisseurs, du Parti démocratique gabonais ou du RAID, pour ce qui est de Mouabi, va donc, quel est le député donc, de ces différents partis politiques qui va donc remporter les élections dans ces circonscriptions. Il y a également eu vote dans l'un des sièges, l'un des centres de siège de l'étranger en France à Rennes, où le candidat de l'Union démocratique des bâtisseurs aurait donc remporté cette élection. Attendue donc la confirmation des résultats rendus publics par le ministère de l'Intérieur. Dans cette émission, j'ai le plaisir de recevoir trois invités. Je reçois sur le plateau de l'émission 21h le grand rendez-vous Félicien Rodrigue Nvou, acteur politique militant du Parti démocratique gabonais. Monsieur Nvou, bonsoir. Bonsoir, monsieur Pambo. Je reçois également Stevie Essima, président de la plateforme Expression Citoyenne. Monsieur Essima, bonsoir. Bonsoir. Il y a également sur le plateau Jean-Christian Kombila. Il est journaliste et également coordonnateur du mouvement Les Témoins de l'Histoire. Monsieur Kombila, bonsoir. Bonsoir, monsieur Pambo. Merci beaucoup à tous les trois d'être autour de la table pour une fois de plus faire le point sur l'actualité politique qui prévaut au Gabon. Organisation des élections législatives et locales. Évidemment, au terme de ces élections, le Parlement sera donc renouvelé au Gabon, l'Assemblée nationale et le Sénat. Et le ministère de l'Intérieur a même déjà rendu officiel le calendrier de l'organisation des élections sénatoriales et du renouvellement évidemment du Sénat dans notre pays. On va revenir tout à l'heure sur ce calendrier. Point d'abord sur le premier panneau, celui qui nous ramène donc à l'organisation de ces élections partielles dans la commune de Ntoum, premier arrondissement, et dans le département de la Duini, à Mouabi, donc dans la province de la Nyanga, mais aussi à l'étranger, dans la zone Amérique, Asie, Europe, siège unique, centre de vote de Rennes. Donc, le vote a eu lieu le samedi dernier. On a des résultats, évidemment, on vous l'a dit. Quel enseignement peut-on tirer, messieurs, après qu'on ait fait la compilation de ces différents résultats de ces élections législatives, mais également le renouvellement des conseils départementaux et municipaux depuis le 27 septembre dernier. Attendu, on l'a dit, la consolidation définitive de la part du ministère de l'Intérieur en entendant tous les résultats, puisqu'on sait qu'en plus du second tour des élections partielles, il y aura encore élection après le 25 octobre. Je pense qu'il y a un ou deux sièges en province où les élections n'ont pas été organisées, je crois, dans la province du Haut-Ogooué, notamment. Donc, mais on a déjà une idée assez globale de ces résultats compilés par le ministère de l'Intérieur depuis le 27 septembre dernier, le 11 octobre également, et même
pour ce qui est du 25, bon, pour le 18 octobre dernier, bon, les résultats ne sont pas encore définitifs puisqu'il y a un second tour. Alors, pour l'instant, en partant des résultats du 27 septembre dernier, du 11 octobre, l'Union démocratique des bâtisseurs, Jean-Christian Combina, a finalement été l'ogre de ces élections législatives et locales. Pour ce qui est par exemple des élections législatives, l'Union démocratique des bâtisseurs actuellement a 102 députés. Le parti qui vient après l'Union démocratique des bâtisseurs, qui ne talonne même pas, mais qui vient après, mais très loin, après l'Union démocratique des bâtisseurs, c'est le Parti démocratique gabonais avec 16 députés, suivi du RPM 3, l'Union nationale 2, le SDG 2 députés. Ensuite, il y a au moins 5 partis qui ont eu un député, le PSD, le RNR, le BDC, l'UPR et le FDS. Comment on peut expliquer ces résultats de l'Union démocratique des bâtisseurs, une formation politique qui a été créée, je crois, le 5 juillet 2025 par Brice Clotaire-Oligui Nguema? C'est une performance électorale qui est spectaculaire. Elle est d'autant plus spectaculaire que, vous l'avez dit vous-même, l'Union démocratique des bâtisseurs est un parti nouvellement né, n'est-ce pas, dans le paysage politique national. Et donc, le parti arrive largement en tête aux élections législatives, même au local. C'est une performance qu'il faut inscrire dans le continuum de la dynamique électorale et de mobilisation qui a marqué l'avènement et l'élection démocratique du président de la République à la tête de l'État. Et donc, les populations ont accordé la majorité, du moins la grande majorité de leur suffrage au parti du président. C'est une performance, encore une fois, qu'il faut saluer parce que l'offre politique nouvelle que symbolise l'Union démocratique des bâtisseurs a séduit les populations. Elle intervient dans un contexte de rupture avec l'ancien ordre politique. Les populations ont massivement rejeté l'ancien parti au pouvoir. Et donc, c'est vrai qu'on a pu observer que sur le terrain, parfois, les populations, même lorsqu'elles avaient de la sympathie pour quelques enfants du terroir, leur demandaient de se présenter sans les habits de l'ancien parti au pouvoir. Donc, l'Union démocratique des bâtisseurs remporte une victoire éclatante. Elle va être largement majoritaire à l'Assemblée nationale et dans les conseils locaux, mais singulièrement à la Chambre des députés. Maintenant, il va falloir gérer cette majorité absolue. Est-ce que le parti va essentiellement être le porte-voix du président de la République et du gouvernement à la Chambre des députés? Est-ce que le parti va être une force de proposition? Dans tous les cas, la gestion de cette majorité absolue aujourd'hui est la grande équation politique qui se pose à l'Union démocratique des bâtisseurs. Mais déjà, il faut relever qu'au lendemain du premier tour des élections législatives, le secrétaire général de ce parti, M. Maïs Mouissi, qui a été élu à Dendé, a tendu la main à la classe politique. Il a lancé un appel, n'est-ce pas, à la solidarité agissante des forces politiques pour aller dans la direction souhaitée par le président de la République et président fondateur de l'Union démocratique des bâtisseurs. Maintenant, il y a aussi, au cours de cette élection, des forces politiques nouvelles qui ont émergé et même des élus indépendants. D'accord, on va faire le point évidemment sur ces forces nouvelles, sur tous les enseignements à tirer au terme justement de ce premier tour, du second tour, en attendant des résultats définitifs des élections partielles. Stevie et Sima, il y a un tableau évidemment qui nous permet d'apprécier les différents scores ou l'évolution justement des scores engrangés par
les formations politiques et même par les indépendants qui ont pris part à ces élections législatives et locales 2025. L'Union démocratique des bâtisseurs, on a dit pour leurs 102 députés. Au premier tour, l'UDB a eu 55 députés élus de le premier tour, 54 au second tour. Ça veut dire que dans plus de 50 circonscriptions, l'UDB a dû batailler fort pour pouvoir justement remporter ces sièges-là, puisqu'ils ont été poussés à aller jusqu'au second tour. Le Parti démocratique gabonais, 16 députés, 4 élus de le premier tour, 11 au second tour. Pour ce qui est du RPM, un député élu au premier tour, 2 au second tour, 3 au total. Et on a vu qu'il y a des partis comme le SDG qui ont eu 0 député au premier tour, 2 au second tour. Le RNR, 0 au premier tour, 1 au second tour. Également le cas de l'UPR, 0 député élu au premier tour et un député élu au second tour. Donc, en un mot, cette victoire écrasante au finish de l'Union démocratique des bâtisseurs n'a pas été aussi simple que ça. Ça n'a pas été un boulevard tout ouvert à l'UDB. Il a fallu que l'UDB sur le terrain soit très fort pour pouvoir justement remporter plus de 100 sièges. Très bien. Effectivement, lorsque vous brossez le tableau, il y a un fait qui ressort, qui doit être analysé de façon froide. C'est qu'aujourd'hui, l'UDB a plus de 100 députés, mais de ces 100 députés, la moitié des 100 députés ont été élus au second tour. Ça veut dire que, contrairement au narratif qui est formulé sur la place publique, l'UDB n'est pas allé dans ces élections avec une posture des gens qui veulent nier la démocratie. Parce que si les fraudes à outrance et le chaos électoral qu'on nous a prédit ou qu'on nous a dépeint avaient été réels, au fond, l'UDB aurait eu 100 députés au premier tour. Parce que comment voulez-vous tricher pour être admis au second tour? Ça veut donc dire que c'est une donnée qui vient un peu annihiler le narratif agressif, le narratif un peu de déni de certains démocrates qui ont vu à la grande victoire de l'UDB en réalité une entorse démocratique. Or, les chiffres sont clairs, les chiffres nous montrent bien que l'UDB a dû batailler au second tour. Les chiffres sont clairs, l'histoire aussi est claire. C'est le PDG qui fait partie des partis qui a le plus contesté ce résultat de l'UDB. Mais le PDG, l'histoire est là. En 2011, lorsque le PDG avait organisé les élections législatives, à l'époque, avec le boycott de l'opposition, malgré les quelques candidats fantoches qui avaient été mis en face des PDGistes, mais la majorité des élus du PDG l'ont été au premier tour, en 2011. Ils n'ont pas attendu l'élégance démocratique de dire qu'il faut qu'on aille quand même au deuxième tour. Dans ce pays, lorsqu'un PDGiste allait au second tour, c'était pour lui un échec, un aveu électoral. Or, l'UDB a la moitié de ses députés aujourd'hui qui sont passés par la case du deuxième tour. C'est déjà une indication démocratique. Mais moi, je veux revenir sur votre question précédente en disant que la configuration politique tient compte de deux variables importantes. Premièrement, c'est que les partis politiques naissants ont soit un ancrage populaire qui porte ces partis vers des résultats électoraux, soit une proximité avec le pouvoir. L'UDB, un parti naissant, a eu beaucoup d'élus, c'est vrai, mais ces élus-là l'ont été du fait aussi, il faut se le dire, de la proximité ou du fait que l'UDB soit le parti au pouvoir. Nous avons vu dans ce pays des partis naissants comme le RV, comme le SDG, aujourd'hui qui à peine nés ont fait une percée spectaculaire dans notre Parlement et dans nos conseils locaux du fait de leur proximité avec le pouvoir. Donc aujourd'hui, ce que les élus de l'UDB doivent faire, c'est de transformer cette proximité avec le pouvoir en ancrage politique réel sur le terrain pour être le relais efficace de la politique du chef de l'État. N'allons pas simplement à l'assaut des sièges parce qu'on a avec nous les faveurs du pouvoir. Cherchons à avoir cet ancrage-là. Parce que où les candidats de l'UDB ont eu en face des candidats à d'autres partis politiques qui avaient de l'ancrage, la bataille était un peu serrée. Donc il fallait donc qu'aujourd'hui, ces nouveaux candidats, pour la plupart c'est comme des nouvelles figures politiques, doivent maintenant commencer le travail
de s'ancrer sur le terroir et de s'ancrer dans leur circonscription pour transformer l'UDB dans sa propension de parti État et de proximité avec le pouvoir en parti qui a réellement un ancrage sur le terrain, parce que l'ancrage est durable. C'est ça qui a aujourd'hui permis au PDG d'avoir ces quelques sièges. C'est parce que leur ancrage, du moins certains PDG avaient un ancrage certain sur le terrain, et aujourd'hui l'UDB est le parti d'avenir. On souhaite le voir vraiment dans cette posture d'ancrage populaire. Félicien Rodrigue, vous, le Parti démocratique gabonais, au sortir donc de ce premier tour des élections législatives, du second tour, des élections partielles pour le moment, donc le Parti démocratique gabonais, au terme des résultats, se présente comme étant la seconde formation politique, loin derrière l'Union démocratique des bâtisseurs. Mais dans le symbole, on a vu que le Parti démocratique gabonais a pu, au second tour, notamment faire plier l'Union démocratique des bâtisseurs dans certains sièges. Ça a été le cas en Doulou, par exemple, avec cette victoire remportée par l'actuel président de l'Assemblée nationale, Jean-François Ndongou. Ça a été le cas à Koulamoutou, avec la victoire du président du PDG, Blaise Douembé. Ça a été également le cas dans le département de la Bagno à Mayumba, avec la victoire d'Angélique Ngoma. C'est le cas actuellement au niveau du premier arrondissement siège unique de la commune de Ntoum, puisque Kamila Toutoum Leclerc est largement en tête lors de ce premier tour, ballottage favorable. Donc, c'est vrai, il y a les chiffres qui sont faméliques pour le Parti démocratique gabonais, mais dans le symbole, certains sièges remportés par le PDG. Est-ce que vous vous dites que vous avez tout perdu, ou bien vous vous dites que vous restez encore en vie au PDG? Non, M. Plombo. Non. Ce qu'il faut retenir, je ne voudrais pas revenir sur les contradictions de mes deux frères, parce que dans les éléments de réponse qu'ils apportent, ils se contredisent. Mais la seule chose que je retiens et qui est vraie, c'est qu'il y a eu une volonté manifeste de la part du président de la transition, qui est devenu président de la République, et qui a créé un déséquilibre politique par la création de son parti de manière inattendue. Et la création de son parti a eu pour effet que l'administration, toutes les forces, y compris les PDGistes qui n'ont pas respecté les dispositions de leur propre parti, et l'UDB qui les a encaissés n'a pas respecté non plus les procédures et les différentes lois de notre République. Bon, on est allé comme ça. On est allé comme ça, on n'a pas respecté les procédures. Moi, je maintiens que pour l'UDB, pour un parti naissant, s'est réfugié derrière le patron de l'administration, s'est réfugié derrière le président de tous les Gabonais pour exercer une forme de pouvoir. Ça veut dire qu'aller au-devant du peuple en ayant déjà quelques acquis avant que les autres n'ont pas, puisque le PDG, en ce qui me concerne, ne sommes plus le parti au pouvoir. Donc, étant redevenu un parti normal, il va sans dire que sur l'ensemble du pays, nous avons vu, pour ne pas m'étendre outre mesure, l'ensemble des scrutateurs, des vidéos qui circulent, des présidents de commission. Est-ce que Félicien J'en viens. Rodrigue... Ils ont eu 7 minutes, non, allez-y, 5 minutes. Oui. J'en viens. Donc, à partir de ce moment, on peut aisément comprendre qu'il y a eu une volonté des nouvelles autorités de faire en sorte que le parti du président de la République soit le mieux coté, parce qu'il bénéficie de tous les avantages. Donc, ayant tous les avantages, ayant tous les leviers, comment voulez-vous que le parti du président de la République puisse être le parent pauvre de cette compétition? Ça, c'est le premier argument que je donne. Le deuxième argument que je peux donner, c'est que, contrairement à ce que mes deux frères disent, non, le parti est un parti naissant, est un parti qui connaît encore sa structuration dans bien des provinces. C'est-à-dire que, si elle connaît encore sa structuration dans bien des provinces, ça voudrait dire, en termes clairs, c'est qu'il n'y a pas encore véritablement d'adhésion. Et lorsqu'il n'y a pas d'adhésion, ça voudrait dire que les structures ne sont pas opérationnelles. À quel moment les militants de ce parti, ou ceux qui adhèrent, ou ceux qui ont signé des fiches d'adhésion, ont milité
ont pu aller au-devant des électeurs. On est sur l'interprétation des résultats. J'en viens, Rodrigue, tout ça fait partie. Et non sur le fonctionnement des partis politiques. Non, tout ça fait on partie analyse des les résultats qui pour- sont rendus officiels par le ministère de pour avoir les l'Intérieur. résultats. On vous pose la question, on vous demande, est-ce que le fait que Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a créé l'Union démocratique des bâtisseurs, a été présenté comme le héros du 30 août 2023. Est-ce que le fait que Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a été depuis le 30 août 2023 à la tête du comité pour la transition et la restauration des institutions, qui a impulsé une dynamique, qui a lancé la réalisation de plusieurs chantiers, vous-même vous avez fait le bilan d'ailleurs de Brice Clotaire Oligui Nguema en disant que l'UDB a surfé sur ces réalisations-là pour demander aux populations de voter en faveur des candidats de l'UDB. Donc, vous dites que les partis politiques sont allés à la bataille, aux élections, pas sur le même pied d'égalité parce que l'UDB est allé sur le terrain avec un bilan, celui de Brice Clotaire Oligui Nguema. Est-ce que ce n'est pas simplement ça? Et ajouter aussi le fait, par exemple, que votre parti, le PDG, ait, depuis le 30 août 2023, pris la décision de soutenir contre vents et marées l'Union démocratique des bâtisseurs, plutôt Brice Clotaire Oligui Nguema. Est-ce que ça, selon vous, ça a pu créer une forme de flou dans l'esprit des citoyens, des Gabonais, non? Votre question, elle est très pertinente. Pourquoi? Parce que vous mettez deux faits en avant. Le premier fait, c'est que toutes les forces, il n'y a pas que le PDG, toutes les forces ont soutenu le président de la transition et toutes les forces ont soutenu... Au nom de l'inclusivité. Au nom de l'inclusivité, ont soutenu le candidat indépendant Brice Clotaire Oligui Nguema. Toutes les forces. Donc maintenant, nous au PDG, je vous le dis de manière sincère, on ne s'attendait pas que le président allait son parti. Bon, les faits sont là. Aujourd'hui, le parti du président a un ensemble d'élus et nous sommes dans certains sièges partenaires. Parce qu'il faut le souligner. Vous voyez que lorsqu'on regarde parmi les élus dans tout le Gabon, l'élu du Moyen-Ogoué, Mme Roboti, il y a 4 sièges, 4 sièges pour être précis, dans oui, lesquels je parle il y a eu un ticket PDG, je parle en termes de UDB. pourcentage, 83%, c'est l'un des plus grands pourcentages du pays, 83%. Donc ça veut dire que c'est un parti partenaire et que l'enjeu était de faire que le parti du président ait un nombre d'élus plus important et le PDG vient en seconde position parce que le PDG n'est plus parti au pouvoir. D'accord. Jean-Christian Kombila, alors ces chiffres-là nous montrent clairement, on l'a dit, au regard des résultats engrangés par les partis, notamment l'Union démocratique des bâtisseurs, qui a eu plus de 50 députés au second tour, qui a perdu dans certaines circonscriptions. C'est le cas, par exemple, du premier arrondissement de la commune de Tchibanga, où l'ancien ministre Jean-Pierre Doukaga Kassa a été battu. Il a été investi par l'UDB, mais il a été battu. C'est le cas d'autres candidats de l'UDB qui ont mordu la poussière dans certaines circonscriptions. Est-ce que ça nous montre que les dés n'étaient pas pipés d'avance? Non seulement que les dés n'étaient pas pipés d'avance, singulièrement lorsque l'on parle de l'élection de M. Agé Mayaké, et qui est élu député du SDG au premier arrondissement de la commune de Tchibanga, face à l'ancien ministre d'Ali Bongo et aujourd'hui candidat malheureux de l'UDB, Jean-Pierre Doukaga Kassa. Il y a là, c'est à la fois une percée fortement symbolique de ce parti qu'est le SDG, mais il y a là aussi une lecture originale à faire qui est celle qui voit dans l'élection de ce jeune élu national un message fort envoyé par la jeunesse ninoise à la classe politique locale, qui était réfractaire au renouvellement des élites, qui était réfractaire au renouvellement des pratiques. Et donc, les populations locales, singulièrement la jeunesse et les forces vives, ont estimé que si ce jeune candidat, ce jeune député avait été militant de l'Union démocratique des bâtisseurs, il n'aurait sans doute pas été investi.
au sein de cette formation politique. Et donc, bien qu'ayant une sympathie pour l'action politique du président de la République, c'est de notoriété sur le terrain, mais les jeunes se sont regroupés au sein de cette formation politique et ont envoyé un message fort, n'est-ce pas, en triomphant aux élections législatives et en damant l'opion à l'Union démocratique des bâtisseurs. C'est donc dire que la tâche sur le terrain n'a pas été facile. La victoire de ce jeune élu national est une victoire de la démocratie. C'est une victoire qui symbolise la vitalité démocratique sur la place de Tchibanga. Et donc, les populations ont souhaité voir élu le candidat issus véritablement des urnes. Les populations se sont organisées, singulièrement les militants acquis à la cause de ce jeune élu national. Ils ont mis en place une brigade antifraude à l'échelle locale qui a fait un travail, semble-t-il, efficace et efficient. Et donc, la victoire de ce jeune élu national est une victoire de la démocratie, c'est une victoire du renouvellement des élites et du renouvellement des pratiques politiques, mais cela traduit aussi, n'est-ce pas, la forte responsabilité qui est la sienne, celle-là, désormais à l'Assemblée nationale, et bien qu'étant le seul élu de son parti, mais il va devoir, n'est-ce pas, être le porte-voix de ces populations qui sont vigilantes et qui attendent beaucoup, n'est-ce pas, de l'avenir de leur province et du développement infrastructurel de la province de la Nianga. Stevie Essima, alors on sait aussi évidemment qu'il y a certains membres du gouvernement qui ont mordu la poussière, comme on l'a dit dans certaines circonscriptions. Ça a été le cas du ministre de la Communication dans le premier arrondissement de la commune de Lambaréné. Je crois que ça a été également le cas d'un membre du gouvernement dans la province de l'Ogooué, Ibindo. Et même de Wellington. Et même dans le Wellington. Et même dans le Wellington. Investi par l'Union démocratique des bâtisseurs. Est-ce que là aussi, ça peut montrer à suffisance que ceux qui ont eu la responsabilité de l'organisation de ces élections, donc notamment le ministère de l'Intérieur via l'ACNOSER et la SER, n'ont pas ferraillé dans l'ombre pour empêcher justement que la manifestation de la vérité ne puisse voir le jour? Très bien. Je pense que la démocratie, c'est savoir accepter le verdict des urnes. Le verdict des urnes n'est pas acceptable seulement quand il vous est favorable. Il doit aussi être accepté lorsqu'il vous est défavorable. Je pense que c'est à ce niveau que l'opinion publique pêche encore. Parce que dès lors que, surtout les politiques, dès lors que les résultats ne sont pas favorables, on crie au loup. Je vous dis, vous-même vous avez repris les chiffres, si l'UDB avait la volonté de rendre cette élection chaotique, avait la volonté vraiment de régner en maître absolu, je pense que l'UDB aurait 820 députés, ou un peu plus. L'UDB n'aurait pas sacrifié des figures importantes, n'est-ce pas? Est-ce que l'UDB a sacrifié ou non, mais non. Mais c'est pourquoi j'essaie de raisonner selon le postulat de ceux qui crient au complot. Donc l'UDB n'aurait pas sacrifié des figures importantes de la transition et du gouvernement tels que Paul-Marie Ngunju. Ça veut donc dire que c'est la population, c'est la base élective qui a choisi qui est le mieux à même de représenter ces dernières à l'Assemblée nationale. Il s'est trouvé que les gens de l'UDB, candidats de l'UDB qui avaient pourtant les faveurs du chef de l'État, malgré ça, ont mordu la poussière. C'est la victoire de la démocratie, c'est la victoire de l'autonomisation et de la souveraineté, de l'expression universelle du peuple. Donc, ne pas le reconnaître, c'est faire preuve de mauvaise foi. Mais moi, je veux partir, vraiment, si vous me permettez, par rapport à l'analyse que M. Vouan a fait tout à l'heure sur l'intervention des chiffres. Je vais vous dire quelque chose. Et sur le péché de cette transition, du moins des gens qui ont accompagné la transition. Puisque Théo Ligingima, président consensuel, candidat consensuel à l'élection présidentielle, parce que avec son fait d'armes héroïque du 30 août, a été élu par l'ensemble de la classe politique, y compris les partis politiques aujourd'hui qui crient au loup. Puisque Théo Ligingima, après l'élection, a continué à promouvoir l'inclusivité. Pour preuve, beaucoup de figures tutélaires
de ces partis politiques ont été récompensés au gouvernement. Puisque Théo Nguima déroule son programme et estime que le véhicule qui peut mieux déployer son programme, c'est un parti politique qui doit être le sien. Il crée son parti politique. Normalement, lorsqu'on est lucide, lorsqu'on est cohérent avec nos engagements politiques, c'est deux choix. Soit vous estimez que nous avons accompagné Théo Nguima en tant que candidat et il vient de créer un parti politique, soit on entre dans son parti politique et on continue d'accompagner le président de la République, soit on reste dans son parti et on se dirige en alternative, n'est-ce pas, de proposition ou de contre-proposition. Or, aujourd'hui, certains apparatchiks qui sont autour du président de la République, qui ont leur parti politique, veulent créer une majorité présidentielle de fait. Lui-même, il a dit il n'y a pas de majorité présidentielle créée, ce n'est pas formalisé. Donc, cette majorité présidentielle qui taraude dans leur esprit parce qu'ils ne veulent pas s'éloigner du pouvoir. Aujourd'hui, faire en sorte qu'ils soient incompris, faire en sorte qu'ils soient incohérents dans leur revendication actuelle. Est-ce que Stevie et Simon, vous êtes en train de sonner là le glas de l'inclusivité mise en relief par Brice Clotaire Oligui Nguema depuis le 30 août 2023? Mais justement, l'inclusivité a été une inclusivité administrative. Parce que le principe de l'État, c'est l'inclusivité. L'inclusivité a été une inclusivité au moment de la transition qui se devait être une transition inclusive pour éviter les querelles inutiles. Mais là, nous sommes revenus à l'ordre normal des choses et à la vie politique quotidienne. Mais l'inclusivité, soit vous la continuez en intégrant le parti du président, soit vous vous positionnez en alternative de proposition et de contre-proposition. D'accord. Voilà Félicien l'inclusivité. Rodrigue, alors, allons au fait, justement, puisque Stevie et Sima viennent d'ouvrir la brèche. On a donc déjà une idée de la configuration du prochain Parlement, notamment pour ce qui est de l'Assemblée nationale, les députés à l'Assemblée nationale. Pour le moment, l'UDB fait seul, mais très loin la course en tête avec ses 102 députés. Le PDG 16 pour le moment. Ensuite, on a dit il y a les tickets UDB, PDG, 4 et près d'une huitaine de partis politiques qui soutiennent Brice Clotaire Oligui Nguema depuis le 30 août 2023 et 7 indépendants élus. Selon vous, ce Parlement-là, dans cette configuration-là, comment vous le voyez? Oui, avant de répondre, j'aimerais... Non, le problème c'est que je ne voudrais pas rentrer dans le jeu des contradictions de mes deux frères parce qu'ils disent une chose, ils avancent quelque chose, ils se contredisent. Non, mais nous ne sommes pas encore une fois ici, n'est-ce pas, unanimistes. Nous je devons avoir, moi, n'est-ce pas, cette monsieur, culture de la contradiction quelque chose et en même temps de la complémentarité. Et dire le contraire de cette même chose dans ma même prise de parole, ce n'est pas possible. Donc les téléspectateurs vont apprécier. Non, ce que je voudrais dire qui est relativement simple, c'est quoi? C'est que aujourd'hui nous sommes dans un régime présidentiel. Même si le PDG aurait eu la majorité, le PDG n'avait pas la possibilité d'appliquer son propre programme. On devait appliquer le programme du président de la République. Il faut que ça soit bien clair et bien entendu et enregistré par mes deux frères. Pourquoi? Parce que c'est Brice Clotaire Oligui en tant que candidat indépendant qui, avant le vote du 12 avril, avait déjà indiqué que son projet était chiffré. Il était encore candidat indépendant. 7 000 milliards. Le Parlement de la transition l'a adopté. On a dit que le chiffre actuellement c'est 7 000 milliards. Donc si moi j'aurais été élu à la ou dans une mairie quelconque, de n'importe quel coin du territoire, je devrais m'appliquer le programme du président et dans ce que le président a prévu pour faire, je devais insérer les quelques actions que je voudrais faire. Mais en réalité, c'est le programme du président qui sera appliqué par toutes les collectivités locales parce qu'il y aura la décentralisation. Parce que c'est le projet présidentiel, dans le régime présidentiel, que l'on applique. Parce que c'est lui qui dispose des moyens, c'est lui qui dispose des ressources et c'est lui qui est l'ordonnateur principal des moyens, qui juge de l'opportunité de la dépense, qui fait les réservations foncières. Vous, si vous êtes maire de Mouabi, vous pouvez faire quelque chose d'autre en dehors du programme du président? Non. Mais à la réalité des faits, l'Union démocratique des bâtisseurs a eu la majorité dans les conseils départementaux et locaux sur l'ensemble du territoire. Non, une majorité écrasante même. J'en viens, je vous dis, non, là je parle... Donc là, vous enfoncez une porte ouverte. Si vous n'êtes pas, je disais, si vous n'êtes pas de l'UDB et que vous êtes quand même élu, puisqu'il y a quand même des circonscriptions, je prends Nzomo là-bas, ils vont devoir s'aligner derrière le projet du président. Pourtant, c'est le PDG là-bas. Donc, le problème, c'est celui-là. Le problème, c'est qu'il faut comprendre que c'est transversal. Donc, ça va maintenant se jouer
à quelques petites actions qu'un maire, un député peut poser. Mais la réalité, c'est que ce que le peuple gabonais doit savoir, c'est que nous appliquons tous, quel que soit le projet présidentiel. Vraiment, j'en veux réagir. Je pense que, monsieur, vous nous c'est là les contradictions des hommes politiques du Gabon. Lorsqu'il dit que on applique, d'abord, lorsqu'il fait un reproche que nous semblons relativiser nos propos. Mais pas oui. Sur ce plateau, monsieur vous a une couleur politique. Il est venu en tant que militant. Moi, je suis venu en tant que militant, je suis venu en tant qu'analyste. Ça veut dire que dans mes analyses, je dois montrer le pour et le contre. Donc, j'ai tendance à relativiser parce que je suis venu ici en tant que militant. Un. Deux, lorsqu'il parle d'appliquer dans les collectivités locales le programme de suivi en public, monsieur, je vous apprends une notion que vous connaissez bien, c'est la gouvernance locale. La gouvernance locale ne peut plus être sujette à une imposition de l'État central, donc à la décentralisation. Ça veut dire que celui qui est élu au conseil départemental de la Louni, n'est-ce pas, est élu et gère selon les priorités locales, selon les axes locaux de développement. D'accord? Et avec le budget qui est alloué à son administration. Donc ça veut dire que, en fait, vous faites, attendez, monsieur, vous faites une fuite en avant. Attendez, monsieur, lorsque vous dites que vous avez soutenu Brice Oligui Nguema, mais justement, la cohérence, attendez, monsieur, attendez, la cohérence. Vous avez soutenu la Constitution de la République qui a consacré le régime présidentiel. Vous avez soutenu le code électoral en tant que PDGiste, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, vous dites que l'UDB a fait mal de prendre l'ensemble des sièges. Mais comme vous le dites, même si le PDG avait été majoritaire au Parlement, naturellement, ça aurait été un coup d'épée dans l'eau. Puisque la Constitution est claire. Ça veut dire que vous n'êtes pas cohérent. La cohérence aurait été que, je vais vous dire, la cohérence aurait été que le PDG soit face, ils connaissent bien l'expression, une fusion-absorption à l'UDB pour rester cohérent avec l'engagement du départ. Soit le PDG s'érige en alternative, monsieur, en alternative. Si le président public a prévu 7 000 milliards pour son projet, où est le contre-projet? Où est l'alternative propositionnelle du PDG? Voilà le débat. Ces résultats nous montrent bien que le Parti démocratique gabonais arrive en second, très loin derrière l'Union démocratique des bâtisseurs, Jean-Christian Kombila. Donc on a l'UDB, il y a le PDG, il y a les formations politiques naguère qui étaient dans l'opposition à l'époque où le PDG était au pouvoir, mais qui soutiennent Brice Oligui Nguema depuis le 30 août 2023. C'est le RPR, c'est l'Union nationale, c'est le RNR, notamment et d'autres formations politiques. Il y a les indépendants. Ce Parlement-là, comment vous le voyez? On sait qu'on est désormais dans un régime présidentiel. Il y a certains qui ont essayé de faire des parallèles entre l'actuelle législature qui va bientôt s'ouvrir ou le nouveau Parlement qui va bientôt rentrer en activité et les dernières législatures sous l'ère dominant du Parti démocratique gabonais, lorsque le PDG avait une majorité écrasante dans les deux chambres du Parlement, pour estimer que ce Parlement-là, puisque l'UDB a des partis alliés, quasiment la totalité qui sont représentés au Parlement, eh bien ce Parlement ne sera qu'une simple chambre d'enregistrement. Déjà, M. Pambou, ce que nous devrions dire, c'est que, à l'aune des résultats annoncés par le ministre de l'Intérieur, ce qui se dessine à l'Assemblée nationale, c'est la constitution de 4 groupes parlementaires au plus. Le premier groupe parlementaire sera effectivement constitué par l'Union démocratique des bâtisseurs, puisque l'UDB a la majorité absolue. Une fois l'Assemblée entre en fonction, il va falloir élire le président de l'Assemblée nationale, il va falloir créer les groupes parlementaires, il va falloir organiser le travail en commission. Donc, on voit se dessiner à l'Assemblée nationale 4 groupes parlementaires, disais-je, l'UDB qui a la majorité absolue, le PDG qui a 16 députés aujourd'hui aura forcément son groupe parlementaire, le RPM et l'Union nationale, le RPM qui a 3 députés, l'Union nationale qui a 2 députés, le PSD qui a 1 député pourrait
eux, constituer un autre groupe parlementaire, et le dernier groupe parlementaire pourrait être constitué par le SDG, 2 députés, le RNR, 1 député, l'UPR, 1 député, le FDS, 1 député, le BDC, 1 député. Sachant que les indépendants qui ont cet élu sont considérés comme des non-inscrits, car n'étant pas autorisés par la loi en vigueur d'avoir un groupe parlementaire, ben, ils pourraient être à tout moment exprimer leur proximité avec l'un des groupes parlementaires. Donc, il y a eu effectivement, par rapport à la question que vous posez sur l'intérêt d'une Assemblée nationale avec un parti archi-dominant, qu'est l'Union démocratique des bâtisseurs, le débat effectivement est posé dans l'opinion. J'ai lu un certain nombre de contributions d'universitaires à la voix autorisée à ce sujet. Le professeur Enongwe a produit une tribune dans ce sens et il fait référence à ce qu'était la 8e législature à l'époque où le président Bourdes Ogoligende était président de l'Assemblée nationale, où il y avait des figures d'envergure nationale à l'Assemblée nationale. Et donc, cette législature où le PDG était archi-dominant, n'est-ce pas, nous enseigne que l'histoire de notre pays a cette culture. Non, mais parce que vous lui donnez tout le temps de parole. Vous allez prendre la parole. L'histoire de notre pays, n'est-ce pas, nous enseigne que certes, M. Gouligende avait claqué la porte du Parti démocratique gabonais parce qu'il était partisan d'un débat contradictoire que les PDGistes de l'époque ne supportaient pas. Mais bref, cette histoire nous enseigne qu'il y a le consensus à la gabonaise et que les lois au sein de cette législature, la 8e, n'est-ce pas, étaient prises, votées au sein d'une commission ad hoc paritaire et qu'il y avait de vifs débats au sein de cette Chambre des députés. Et on pense qu'avec la nouvelle configuration de l'Assemblée nationale, connaissant les trajectoires politiques, les trajectoires intellectuelles et la volonté de renouvellement des pratiques politiques, que la Chambre des députés, bien que colorée en grande majorité aux couleurs de l'UDB, ne sera pas forcément une chambre d'enregistrement, sachant que l'opinion publique aujourd'hui est très regardante, n'est-ce pas, sur la gestion des affaires publiques, sur la gouvernance politique. Félicien Rodegem. Non, c'est amusant ce que le frère dit. Non, moi j'étais au dialogue. Non, soyez un peu respectueux, monsieur. Non, c'est amusant. Non, c'est amusant. Pourquoi? Depuis le dialogue, on a fixé le cap. Depuis la tenue du dialogue. On a dit nous allons avoir 3 ou 4 blocs politiques. Et nous en sommes là, après l'élection plurielle. C'est vous qui vous amusez. C'est vous qui vous amusez, monsieur Evon. Non, s'il vous plaît, on va laisser Félicien Rodegem vous développer. Nous sommes dans un régime présidentiel. Et nous étions d'abord en transition. Je n'ai pas souvenance un seul moment. Et je vous regarde droit dans les yeux à vous trois. Un seul moment. Non, vous deux, pas moi, je ne suis pas le maître. Le Parlement de la transition, il y a un décret présidentiel qui a ordonné la manière dont les débats doivent se tenir, et le décret présidentiel fixait que le Parlement de la transition émet que des avis, ne pouvait pas faire des amendements. Mais nous ne sommes pas là dans le Parlement de la transition, monsieur Evon. Non, j'en viens. Autrement dit, nous sommes en régime présidentiel. Je vous ai dit tout à l'heure que même si c'est le PDG qui était majoritaire, ne pouvait en aucun moment être une alternative crédible ou bien dire qu'il s'oppose à la volonté présidentielle. Ce n'est pas possible parce que c'est constitutionnel. Il faut que M. Kombila le sache une bonne fois pour toutes. À l'Assemblée nationale, en réalité, il n'y aura aucun jeu démocratique qui va se faire parce que en réalité, il va avoir que le président en lui-même n'avait pas besoin d'autant de députés. Autrement dit, vous êtes en train de nous dire qu'à l'Assemblée nationale, les députés du Parti démocratique gabonais qui seront des députés godillots. Non, je suis en train de vous dire que les députés du Parti démocratique gabonais, comme les députés de l'UN, comme les députés du RPM, n'auront aucun pouvoir. Et comme tu l'as dit, le Parlement aura cette particularité de constituer des groupes parlementaires. Mais ce n'est pas une particularité, c'est une tradition parlementaire. Vice-président
d'être des députés, d'être des chefs de commission, mais en réalité, dans le travail parlementaire, rien ne pourra se faire parce que nous sommes en régime présidentiel. Non, rien ne pourra Vous se êtes faire. sceptique. C'est un peu trop dire. Stevie et Sima, pour éclairer davantage évidemment la lanterne de l'opinion par rapport à cet état de fait-là, on est dans un régime présidentiel, on le sait. Est-ce qu'on peut avoir des éléments de réponse justement pour faire le parallèle entre le Parlement lorsqu'on était dans un régime semi-présidentiel et le rôle du Parlement aujourd'hui? Et parce que dans l'opinion, justement, on fait répondre une certaine idée selon laquelle le Parlement actuel n'a aucune importance dans l'architecture institutionnelle aujourd'hui. Est-ce vrai? C'est pas forcément vrai. C'est vrai. Je reviens sur le parallèle. Et c'est là où on voit l'incongruité des positionnements de nos politiciens. Nous étions hier dans un régime semi-présidentiel où le gouvernement était responsable devant le Parlement, où le gouvernement était l'émanation de la majorité parlementaire. C'est ça un régime présidentiel où, effectivement, Un régime semi-présidentiel. la force des majorités était importante. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un régime présidentiel. Un régime présidentiel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement n'est plus responsable devant le Parlement. C'est une des missions du Parlement d'hier. Mais ça ne veut pas dire que le Parlement perd toute sa substance. Non, le Parlement a toute sa substance pour preuve. C'est le Parlement qui légalise les actes de gouvernance de l'exécutif. Puisqu'il faut traduire en actes de loi les orientations, les politiques publiques conçues par le gouvernement. Donc, le Parlement a une mission importante dans le cadre de ce que c'est le Parlement qui légifère. Non, attendez, non. Il peut se passer, monsieur, c'est une insulte À la représentation aux nationale. intellectuels qui ont conçu cette constitution que de le dire. Le Parlement ne peut pas, il ne peut pas se préparer parce que où est-ce qu'il légalise ces actes de management? Les lois, où est-ce qu'on les vote? Les lois, où est-ce que on valide les actes administratifs de la gouvernance du délégué? C'est au Parlement. Ce que monsieur vous veut dire, et c'est là le problème qui est, c'est que sur la mécanique politique, telle que nous l'avons toujours vécue avant, la notion de majorité disparaît. Pourquoi? Parce que le Parlement actuel, en réalité, a inhibé cette notion de majorité. En réalité, on fait même un débat anachronique en parlant de majorité. Parce que, désormais, dans la Constitution, le mandat électif appartient à la base élective et non plus au parti politique. Ça veut dire que chaque député, devant un projet de loi, devant une ordonnance de loi, devant tout ce qui est fait, va voter selon sa conscience patriotique, citoyenne et politique. Autrement dit, même les députés de l'UDB pourront voter contre un projet qui vient du gouvernement si ce dernier n'est pas en phase avec leurs aspirations. Parce que désormais, le président de la République, ou du moins le législateur, a donné aux parlementaires cette conscience publique, cette conscience morale, cette conscience politique et patriotique de choisir les actes qui sont soumis à leur légalisation. Alors, selon ce principe-là. Cette disposition de la mère des lois de la Constitution de la République, selon vous, a été mise dans ce processus de restauration pour faire en sorte qu'il y ait une forme de responsabilisation de l'élu national désormais au Gabon, plutôt que de faire des élus, comme on l'a souvent dit à tort ou à raison, des simples exécutants. Oui, et même au-delà, les partis politiques avaient trop d'emprise sur le débat parlementaire. Pourquoi? Je vais donner un exemple. Lorsqu'un député dérange dans son parti, le parti l'exclut, il perd le mandat. Or, le peuple qui lui a donné le mandat n'est même pas consulté dans la déchéance du mandat de ce député pour qui vous avez voté. C'est pour cela que cette loi-là a été aussi mise en place pour corriger ces carences-là. En réalité, aujourd'hui, chaque député qui a été élu, aujourd'hui, est mis devant sa responsabilité patriotique, républicaine et citoyenne lorsque viendra le moment de... Aujourd'hui, les parlementaires sont en train d'examiner le projet de loi des finances. Et d'autres projets de loi des finances vont arriver parce que si le Parlement, contrairement à ce que M. Vundi, ne ratifie pas le projet de loi des finances, il n'a pas un caractère exécutoire. C'est sur la mission du Parlement qui va rester même lorsqu'on est dans un régime présidentiel. Non, je voulais juste ajouter de l'eau à son moulin. Ce que dit M. Sima est pertinent. Il y a eu une revalorisation constitutionnelle du rôle du
Parlement, contrairement à ce que M. Evung pense et dit. Désormais, le parlementaire, n'est-ce pas, n'est plus soumis au diktat du parti politique. Aujourd'hui, le parlementaire rend davantage compte à sa base électorale. Et donc, les députés au sein de l'Union démocratique des bâtisseurs peuvent parfaitement se prononcer contre une orientation qui est donnée par le parti à la Chambre des députés sans risquer ce qui est arrivé au groupe de députés pédégistes qui ont voté au cours du dernier mandat, du premier mandat d'Ali Bongo, créer le mouvement Héritage et Modernité parce qu'ils s'étaient opposés au parti et ils ont donc été exclus et beaucoup d'entre eux ont perdu leur mandat. Donc désormais, contrairement à ce que pense M. Evung, la nouvelle Assemblée nationale, certes colorée aux couleurs de l'Union démocratique des bâtisseurs en grande majorité, dispose, n'est-ce pas, d'un certain nombre de leviers institutionnels et réglementaires qui permettront à cette Assemblée-là de faire acte de présence utile, non pas seulement au service du parti ou au service d'un seul homme, mais au service des populations et au service de la nation. Non, je dis ça m'amuse, ils pensent que c'est pour me foutre dedans. En réalité, ça m'amuse parce que... Non, mais sois un peu courtois. Non, ça m'amuse. Non, ça m'amuse parce qu'en réalité, même lorsqu'on veut mentir, il faut être intelligent. La mission le Parlement, avant le régime présidentiel, avait deux missions. Il a effleuré la première. Il y avait trois missions. Deux missions essentielles en ce qui nous concerne ce débat. Trois missions. Non, consentir l'impôt, c'est une autre mission qui ne concerne pas le rôle de l'Assemblée en ce moment. Le principal pouvoir, l'Assemblée avait le pouvoir d'interpeller le pouvoir exécutif. L'Assemblée nationale avait le pouvoir de démettre le gouvernement. Voilà les deux principaux pouvoirs. Qui sont des principaux pouvoirs? L'autre action là, c'est une action. Oui, mais ce que vous dites là, ce ne sont pas des missions régaliennes dévolues à l'Assemblée nationale. Non, je dis avec deux pouvoirs. Non, mais ce n'est pas des pouvoirs. Le pouvoir, on parle de pouvoir, pas de mission régalienne. Pas de mission de Pas de l'Assemblée. mission, je parle de pouvoir. Je précise encore même pouvoir, vous me contredisez, je dis pouvoir. Ouais. Donc ces deux pouvoirs, si le Parlement actuel ne les a pas, il va sans dire que c'est l'exécutif qui donne. Je vous ai indiqué. Le Parlement actuel, là, il peut mettre en accusation le chef de l'État pour haute trahison. Je dis bien que le Parlement actuel n'a pas ces deux pouvoirs. Et pire des cas, il soulève un problème qu'il ne maîtrise pas. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit aux députés que le député dépend désormais de sa base élective, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que M. Evon, qui est élu dans le cadre de l'UDB comme député, je me sépare définitivement de ma base élective dans la mesure où je peux changer au gré de mes humeurs, je peux devenir député du PDG demain, comme après-demain. Ah non, la loi dit qu'il faut changer une seule fois. Non, c'est pas possible. La loi dit les nouvelles dispositions interdisent justement le vagabondage politique. La J'ai vu un transhumance député politique. qui a été élu sur une manière politique, qui a changé après et qui reste en Ce n'est pas fonction. possible. Non, monsieur, vous soyez bien cohérent. sûr, mais bien sûr. Lequel? Cite-moi sur l'exemple. Il y a des verrous qui ont été mis dans la nouvelle constitution. Même dans l'ancienne, même dans l'ancienne. Constitution pour empêcher justement ce Dis-moi un député, le seul exemple qui tient sur ton cas, c'est l'exemple d'Alain Claude-Bilibizé, qui avait été élu à l'époque député du RPG en tandem avec le RPM, le maquis de Feu Mboni. RDP. Le RDP. Et lorsque Alain Claude avait été exclu du RPG, lorsque le RPG avait écrit à la Cour constitutionnelle pour que son mandat lui soit déchu, il a argué le fait qu'il avait été élu en tandem. Et ce qui était vrai. Et Bien donc, sûr. les militants du RDP ne l'avaient pas exclu. Mais il n'y a pas dans l'histoire du Gabon un seul candidat qui a été élu sous une couleur, une question politique, qui a changé en plein mandat. Quel continue le mandat, il n'y en a pas. Je rafraîchir la mémoire, parce que peut-être vous oubliez, vous avez une mémoire sélective. C'est récemment que les députés de la transition, je parle devant tous les députés de la transition, ont inscrit, parce que dans le projet, après le dialogue, dans le projet qui avait été inscrit, qui est sorti du dialogue, c'était réellement que les députés pouvaient être propriétaires de leur mandat. Et
changer. Mais Je comment dis, il un faut suivre, député- faut suivre le Comment un député Mais peut un mandat, comment un quand tu es député propriétaire peut d'un être mandat, propriétaire d'un tu parles de mandat, ça dit qu'on C'est pas possible. on te consent, on te délègue un pouvoir, comment dis tu peux être propriétaire. Quand je dis C'est la sémantique là. Quand je dis propriétaire, on va évoluer dans le débat. non, il faut que j'explique. Oui, Quand je mais dis- expliquez, quand je ne dis- monopolisez pas je la ne parole non monopolise plus. pas la parole. Quand on dit propriétaire du mandat, ça veut dire que je peux changer à volonté. C'est les députés de la transition qui, récemment, avant l'élection présidentielle, ont dit non, nous ne sommes pas d'accord. Et ils ont inséré maintenant la disposition qui permet que si tu démissionnes dans le cadre de ton parti, on repart aux élections. Ça n'existait pas que le dialogue. Bon, C'est c'est un les verrou, députés de la c'est un verrou, transition. Ça c'est un n'existe verrou. pas. C'est un C'est les verrou. députés de la transition D'accord, c'est un qui l'ont verrou. ajouté. C'est un Non, ça verrou qui a été n'existe pas. mis, c'est un verrou qui a été mis Ça justement n'existe pour pas. empêcher ce vagabondage-là. On s'achemine tout droit vers la fin de notre émission. Alors, les enseignements également qu'on tire après le premier tour, le second tour et les partiels aussi, Jean-Christian Combila, c'est qu'il y a une reconfiguration donc du paysage politique en termes de rapport de force au regard justement du gain obtenu par chaque parti politique, notamment l'Union démocratique des bâtisseurs, désormais l'épouvantail dans le landorneau politique national, le PDG qui essaie d'exister, présent sur le terrain, et puis il y a les autres formations politiques. Alors, le constat qui est fait, c'est que il y a un véritable glissement de la part des partis politiques dits traditionnels. Là, il n'y a que le Parti social-démocrate de Pierre Claver Manganga Moussavou, une fois de plus, qui a eu un député, Madame Albertine Manganga Moussavou, qui est régulièrement élue depuis les années 90 dans sa circonscription électorale. Le RPG, absent, complètement absent. Comment vous réagissez? Le Morena, etc. Les partis politiques traditionnels, est-ce que ce sont les gros perdants de ces scrutins-là, jumelés? Je ne dirais pas qu'ils sont les gros perdants. D'abord, il faut effectivement acquiescer ce que vous dites. En effet, des partis qui ont été à l'avant-garde du combat en faveur du multipartisme dans notre pays, ces partis-là ont pratiquement disparu. Beaucoup, ils ne seront pas du tout représentés à la Chambre des députés, sans doute pas au Sénat et même dans les conseils municipaux et départementaux. Donc oui, ces partis que sont l'OPGP, l'ADER, l'OFAR et l'UPG et beaucoup d'autres formations politiques, le Morena, ont quasiment disparu. Mais il faut rendre hommage au combat qui a été le leur par le passé. C'était pour la plupart des partis présidentiels. Je dis bien présidentiel parce qu'aujourd'hui, on présente par exemple l'Union démocratique des bâtisseurs comme un parti présidentiel. C'est trop tôt de le dire. L'Union démocratique des bâtisseurs, en raison des résultats qu'elle a obtenus au cours de ces élections, apparaît comme un parti législatif parce qu'il a investi des candidats aux élections législatives et même un parti porteur d'une nouvelle vision de démocratie locale. Le parti n'a pas encore investi un candidat à l'élection présidentielle et les statuts du parti ne sont pas encore élaborés et donc on ne connaît pas quelle orientation le parti aura en fonction de l'élection présidentielle à venir. Donc les partis traditionnels qui étaient structurés autour de la personne de leur président respectif, autour des personnes de leurs présidents respectifs, n'ont pas survécu. Ce n'est pas une particularité du Gabon. Si on prend l'exemple de la France qui nous sert souvent de modèle, un parti comme le Rassemblement pour la République, le RPR, n'a pas survécu, n'est-ce pas, aux 2 mandats de Jacques Chirac et même le parti créé par le général de Gaulle après la Grande Guerre, là aussi n'avait pas survécu, n'est-ce pas, au départ du général. Donc les partis font leur temps finalement et ils disparaissent parfois avec le départ des figures emblématiques qui les ont créés. Et c'est le cas de plusieurs de ces partis sur l'échiquier politique national. Jean-Christian Combila, c'était également votre conclusion. Félicien Rodrigue, vous? Oui, non, ce que je voudrais dire, c'est que, contrairement à ce que disent mes frères, non, ici il faut féliciter le jeune parti de l'UDB. Ce que je dois dire à la vérité, c'est que
tout était déjà su d'avance. Les nouvelles dispositions sur la loi sur les partis politiques, le nouveau code électoral donnait déjà une indication claire, parce que c'était la volonté du dialogue. Or, c'est encore le président de la transition qui avait convoqué le dialogue. Donc à partir de ce moment, je peux dire qu'on avait préparé les choses à l'avance et que le résultat que nous voyons un UDB qui essaie de s'affirmer parce que c'est le parti du président et un PDG qui joue sa survie et les autres partis qui essayent tant bien que mal. Et nous voyons très bien que ce sont les partis qui ont accompagné le président de la République, qui ont soit 2 députés, soit 3 députés. Et il en est ainsi des conseils locaux. Donc, moralité, c'est que le peuple dit, et c'était ça l'objet du second tour, une forte abstention. Parce qu'en réalité, les 2 premiers protagonistes sont les premiers qui sont devant. Donc, l'UDB et le PDG. Et on dit, il y a tellement d'attelage UDB-PDG que les gens se disent, mais c'est pratiquement du pareil au même. Donc, voilà mon mot de conclusion que je voulais faire savoir pour dire que ce n'est pas du pareil au même. Il y a quelques attellages, nous sommes des partis partenaires, mais il est hors de question que ça soit perçu comme du pareil au même entre l'UDB et le PDG. Stéphie Nsima, Félicien Rodrigue et vous, on le voit bien dans son propos, a tenu la large victoire de l'Union démocratique des bâtisseurs. Alors, est-ce que selon vous, je reviens à la question fondamentale, le résultat de ces élections législatives et locales, c'est la suite logique du 30 août 2023, symbolisée par un homme, vice-président Olivier Nguema, présenté comme étant l'homme du 30 août 2023. Est-ce qu'une fois de plus, le peuple gabonais, au rendez-vous de ces scrutins jumelés, a voulu réaffirmer son soutien à vice-président Olivier Nguema? Très bien. Je pense que dans l'historiographie de notre vie politique, il n'y a jamais eu véritablement de partis présidentiels, puisque tous les partis qui ont été dits partis présidentiels ont été créés après que leur leader ait été mis au pouvoir ou ait été élu. Léon Mba, Omar Bongo, le PDG est né un an après l'avènement au pouvoir d'Omar Bongo. L'UDB est né quasiment quelques années après l'avènement au pouvoir de Biscuito Oligui Nguema. Ça, c'est déjà un fait. Et ce fait que le PDG, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, lorsqu'il a été créé en 1968, a surfé sur la reconnaissance populaire des Gabonais envers la personne titulaire d'Omar Bongo. On dit, selon la suite qu'il a prise du magistère du feu président Léon Mba. Et l'UDB aujourd'hui surfe aussi naturellement sur le fait d'armes de Biscuito Oligui Nguema du 30 août 2023. Et aujourd'hui, c'est normal que l'UDB fasse figure de favori, comme l'a été les autres partis hier. Et si on l'a dit, mais je veux finir sur la chute de M. Vous en disant qu'aujourd'hui, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que le peuple gabonais estime que la relation PDG-UDB est une relation incestueuse. Parce que le peuple estime que l'UDB puise son fondement sur l'acte héroïque du président Oligui de chasser au pouvoir l'ancien chef d'État et le PDG. Et donc, l'aurore que cela a créé est aujourd'hui en train d'être édulcorée par cette relation incestueuse entre le Biscuito Oligui Nguema et le PDG, notamment entre l'UDB et le PDG. Ça aussi, le PDG doit le comprendre. C'est cela que la population a comme viseur. Il faut que nous laissions l'UDB s'affranchir de cette relation incestueuse et proposer une alternative crédible. Parce qu'au Gabon, on a un problème d'offre politique. L'offre politique au Gabon n'est plus vivace. C'est pourquoi les partis se meurent. Parce qu'il n'y a plus d'offre politique. C'est trop facile de dire que quand on a le parti au pouvoir, on gagne. Mais qu'est-ce que vous proposez comme alternative et que le Gabon ne vous suit pas? Vous avez parlé tout à l'heure d'un jeune qui a réussi à ramasser la vapeur face à un candidat du parti au pouvoir, certainement sur la base de l'offre politique réaliste et qui a convaincu la jeunesse. Aujourd'hui, on ne rêve plus parce que les discours de Pierre Mamboundou, de Paul Mbabe sur des grands opposants, d'André Baobam, aujourd'hui, il n'y en a plus. C'est tout le monde au Gouligende. Moi, j'étais un produit du Gouligende. Tout le monde veut se réfugier derrière une quelconque proximité avec Oligui Nguema. Arrêtez, la querelle politique actuelle, c'est une querelle de la propension à être proche ou pas de plus côté Oligui Nguema. Le Gabonais ne se retrouve pas dans ça.
Stevie et Sima, merci pour cette conclusion. Merci également à vous, Félicien Rodrigue, d'être passé sur le plateau de l'émission 21h, Le Grand Rendez-vous. Merci à Jean-Christian Combila. On aura évidemment le temps de continuer à décrypter cette forte actualité politique dans notre pays, puisqu'il y a le second tour, on l'a dit, des élections législatives qui aura lieu le 25 octobre prochain. Puis la boucle sera bouclée avec l'organisation des élections dans 2 sièges encore sur le territoire national avant qu'on ait les résultats définitifs, évidemment, de ces élections législatives et locales 2025. Merci de nous avoir regardé. Bonne suite des programmes sur Télé Africa.